Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne, une table ronde consacrée à la place de l'esthétique dans la ligne éditoriale de la presse magazine. Cette table ronde a été organisée hier par la mission commune d'information du Sénat sur les implants et les prothèses à visée médicale mais aussi esthétique. Objectif de cette mission, éviter un nouveau scandale sanitaire comme celui des prothèses PIP. Je vous rappelle que d'après le dernier bilan diffusé par les autorités sanitaires en France mi-mars, 20% des femmes porteuses de prothèses mammaires PIP se les étaient fait retirer. Tout de suite donc cette table ronde. Bon après-midi à tous. Bien, mes chers collègues, nous reprenons donc notre suite d'audition en terminant plutôt par une table ronde avec des représentantes de la presse, notamment féminine, donc des représentantes du journal Elle, du journal Grazia et du journal Marie-Claire qui a été invité et qui va nous rejoindre. Je dois juste vous dire que je regrette un peu qu'au-delà de ces 3 jours qui sont très importants dans notre pays, d'autres représentants de la presse, et notamment féminine, n'aient pas souhaité participer à nos échanges. C'est vrai que vous avez aujourd'hui des tirages à plusieurs milliers d'exemplaires et donc c'est intéressant d'échanger avec vous pour mieux comprendre la façon dont vous traitez ces questions d'esthétique au sens large, que ce soit la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique, toutes donc les différentes pratiques d'esthétique, sujets sur lesquels on se penche depuis 3 mois, chirurgie mais aussi vraiment j'insiste sur la médecine esthétique. Deuxième élément qui est très intéressant, c'est que vous contribuez d'une manière ou d'une autre à créer des tendances, alors je ne sais pas si on va dire à créer des modes, en tout cas à promouvoir des techniques, et vous êtes souvent aussi le relais de ces différentes techniques. Donc nous, c'est vraiment, on n'est pas du tout dans, comme je vous le disais avant de commencer, on n'est pas du tout dans un jugement de valeur, ni dans un jugement positif et négatif. On veut vraiment comprendre la manière dont vous-même vous faites vos sujets et ce qui vous revient, parce qu'il y a aussi souvent le témoignage des lectrices ou des lecteurs. Alors c'est dommage, on n'a pas de représentants des magazines masculins, il y en a. Et le marché de l'esthétique masculin se développe aussi de manière très, très importante. Donc je dois vous rappeler donc, que cette table ronde est ouverte au public, à la presse, qu'elle fait l'objet d'un enregistrement et qu'elle est retransmise en direct sur le site du Sénat, si vous en êtes d'accord. Très bien. Avant de vous donner la parole, je laisse la parole à notre rapporteur, Monsieur Bernard Cazot. Très bien. Si vous voulez, je voudrais d'abord vous demander quelque chose qui est assez simple pour vous, de nous dire quelle est la place que vous accordez à l'esthétique et aux interventions à visée esthétique, qu'elles soient médicales ou non, dans la ligne éditoriale de vos magazines. Avec quelle régularité et sous quel angle? Alors, les angles, c'est la santé, la beauté, la promotion, l'information, la mise en garde, peut-être d'autres. De tels thèmes sont-ils abordés dans vos colonnes? Mettez le micro et parlez près. Vous appuyez sur le bouton rouge. Voilà. Alors, c'était la régularité, déjà. Nous, on a plusieurs numéros anti-âge par an, au moins 2, je pense, peut-être 3, ça dépend. Un maintenant, un à la rentrée, et peut-être qu'il y en aura un aussi en fin d'année. Ça, c'est pour ça, c'est pour les numéros obligatoires. Ça ne nous empêche pas de traiter d'autres sujets en fonction d'actu. Typiquement, là, c'est pas l'anti-âge, mais les prothèses PIP pour ce qui concerne les dispositifs médicaux. Voilà, et puis ça ne nous empêche pas de traiter aussi d'autres sujets sur... Enfin, oui, c'est plutôt lié à l'actu ensuite. C'est sujets médicaux ou non? Oui, plutôt médicaux. Enfin, ça dépend. Anti-âge, ça peut être sous forme de crème, médecine esthétique, chirurgie esthétique. Médicaux, quand c'est les prothèses, c'est médical, oui. Donc tout confondu. En général, on traite tout, on essaie d'avoir plusieurs volets en même temps, en fait.
pardon. C'est bon. Mais il y a toujours une dimension esthétique de toute façon dans vos publications. Oui. Ce sont des... Oui, Qui c'est qui traite de cela? Ce sont des spécialistes que vous avez chez vous? C'est moi, entre autres. Non, mais il y a des médecins pour les sujets médicaux? Non. Non. Vous faites des interviews? On fait intervenir des médecins. Vous faites des interviews? Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est pas les auteurs de l'article. Ils sont interrogés. On enquête auprès d'eux, mais c'est pas eux qui écrivent. Et quelles sont les rubriques que je vous demandais là, si vous pouvez le préciser? C'est dans quelle rubrique? Nous, c'est traité soit dans la rubrique... Vous avez une rubrique régulière, par exemple, votre santé, par exemple? Non, on n'a pas une rubrique si régulière que ça. C'est traité par le service beauté, donc dans toute la section beauté, mais il n'y a pas une rubrique qui reviendrait chaque semaine, votre santé, qui serait consacrée à l'anti-âge ou à la médecine esthétique. Voilà. Après, c'est vraiment en fonction de l'actu, des tendances, de ce qu'on a envie d'y mettre, mais ce n'est pas obligatoire dans tous les numéros, à telle page, tel espace consacré à ça. C'est pareil pour vous, mesdames? Oui, donc j'allume la petite lumière rouge. Oui, enfin moi je dirais que en fait on fait quand même un suivi régulier de tout ce qui se passe en esthétique et avec différents angles vraiment selon l'actualité et selon le mood du moment. Donc moi je dirais qu'en moyenne on pourra avoir une accroche par mois en esthétique, en sachant qu'on est hebdomadaire. Donc en fait ça fait un numéro sur 4 en accroche esthétique au sens large, anti-âge, esthétique, voilà. Mais donc justement ce que je voulais vous dire par rapport aux angles qui étaient proposés, donc soit on fait des sujets thématiques réguliers, donc comme disait ma collègue, c'est-à-dire que nous, par an, on a un rajeunir, qu'on estampille rajeunir, donc qui constitue quasiment 50 pages du journal, qui est consacré à cette demande, on va dire, et à cette recherche des femmes. Bon, au sens large, rajeunir. On peut discuter du mot rajeunir, évidemment, tout peut se discuter, mais voilà, ça c'est une accroche importante du journal et c'est effectivement un numéro qui se vend bien. On a aussi des accroches spéciales kilo. Alors, on n'appelle plus ça maigrir maintenant, on est passé au kilo. Voilà, changement de thématique, on va dire, mais en gros, parce que justement, la notion de maigrir, est-ce que c'est vraiment une notion à véhiculer auprès des femmes? Voilà, on discute beaucoup des mots qu'on utilise, c'est très très important. On a aussi ce qu'on appelle, nous, un spécial cellulite. Voilà, donc ça, c'est un mot français qui existe. Ambitieux. Qui est ambitieux, en tout cas dans les résultats, oui. Mais qui marche aussi bien. Enfin, en tout cas, on essaye. C'est une préoccupation des femmes, en fait. C'est ça aussi que je voulais vous dire, moi, en préambule. En fait, on n'est que le reflet de la préoccupation des femmes. C'est-à-dire que moi, je considère que nos sujets sont inspirés par les femmes, leurs préoccupations. Et en fait, nous sommes des vraies éponges de ce qui se passe dans la tête et dans le corps des femmes, en fait. Et on essaye de leur apporter... ou des réponses ou des éclairages, mais on n'a pas la science exacte non plus, on ne se considère pas du tout comme ça, on recherche, on passe notre temps à faire ça, à tester, à essayer, à voir, à aller dans les congrès, à se renseigner sur ce qui se fait et à leur faire part de ce qu'on entend en fait, c'est ça notre point de vue. Donc les femmes ont des attentes, des espérances, des envies, mais elles ont aussi des méfiances, des interrogations et notre métier c'est ça, c'est de les aider. Dans ce domaine-là. Donc je disais des sujets thématiques donc par an, mais il y a évidemment des sujets ponctuels, alors qui sont avec différents angles, par exemple des angles psy ou estime de soi, qui sont plus sous forme de témoignages, de vécu, où on tend le micro aux femmes ou aux hommes d'ailleurs. Donc par exemple, on avait fait un sujet, la chirurgie esthétique a changé ma vie. L'objectif, comment ça l'a changé, en quoi, etc. Donc c'était à l'écoute des femmes, bien sûr, mais aussi, comme ma collègue le disait, donc des sujets d'actu liés à un phénomène ou comment dire, quelque chose qui est complètement d'actualité dont on entend parler. Donc par exemple, un sujet qui peut amener la polémique, mais qui était intéressant, qui s'appelle le vampire lift, enfin qu'on avait appelé le vampire lift. En fait, c'est une technique qui consiste à, on va dire, récupérer du sang des patients, de le passer, enfin, de le centrifuger et après le réinjecter dans le visage. Donc ça fait peur, donc on enquête sur le sujet. Nous, c'est pas de dire allez-y les femmes, faites ça, ça marche. En plus, on ne sait pas, voilà. Donc justement, on enquête. Isabelle, ici présente, enquête.
Donc elle a suivi les congrès, etc. sur ce sujet. On a fait des sujets aussi, par exemple, sur le laser fractionné ou sur la cryothérapie, qui est une technique d'amincissement, on va dire, en fait. Hein, plus Vous mettez en garde là-dessus? Bah, bien sûr, bien sûr, mais si vous voulez... Vous faites à la fois la présentation et la mise en garde et bien sûr. les inconvénients, voilà, les avantages. Le pour, le contre, voilà, on passe notre temps à ça, hein, à enquêter là-dessus, à le dire, à essayer de faire la part des choses, mais surtout, en fait, plus à donner les éléments qu'à juger. On n'est pas là, nous non plus, pour juger les techniques. Parce que, je sais pas, moi, par exemple, le vampire livre, c'est quelque chose qui peut me faire peur, moi, personnellement, mais je connais des femmes qui l'ont fait. Et je ne vais pas stigmatiser les femmes qui l'ont fait pour autant. Je vais aller les voir, je vais leur tendre le micro, je vais leur demander pourquoi elles l'ont fait, dans quelles circonstances, est-ce que ça leur a fait mal, est-ce qu'elles ont eu des résultats, etc. Bon, voilà, donc ça c'est des sujets ponctuels, précis, sur des techniques précises par exemple, et bon, j'en amène aussi bien sûr, et donc ça c'est la même chose, à des polémiques d'actualité, mais là c'est ce qu'on disait par exemple sur les prothèses PIP, sur les cabines UVA, attention au Botox sur le net, voilà, le blanchiment des dents en cabinet, en ville, etc. Là, qui sont vraiment traités comme des sujets polémiques et qui viennent plus, en fait, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure dans nos magazines. Il y a une partie beauté à part entière, dont je suis la rédac chef, mais il y a aussi une partie magazine, bien entendu. Et là, on va dire que selon les sujets, on les traite dans telle ou telle partie du magazine pour être plus à chaud ou pour avoir un peu plus de distance et un peu plus une dimension plus large dans nos articles. Voilà. Mais en fait, dans la préparation de vos articles, quel est le travail de recherche? Vous menez un travail de recherche avant de publier, vous voyez des spécialistes, vous faites une enquête sur le sujet. Alors, est-ce qu'elle est approfondie ou est-ce que c'est une enquête rapidement faite? Sur ces sujets-là, je dois dire qu'elle est toujours très approfondie. Quand c'est des sujets de santé ou de médecine esthétique, c'est d'autant plus approfondi, ça il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est des sujets qu'on ne publie pas si on n'a pas fait relire le sujet, si on n'a pas vraiment enquêté. On est obligé de prendre vraiment extrêmement de précautions là-dessus. Oui. En fait, on est quand même beaucoup lu. Hein, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Bon, c'est pas pour autant que... Et en plus, faites confiance aux spécialistes pour nous appeler si par hasard il y aurait des erreurs. Puis en plus, je vois pas ce qu'on pourrait raconter si on n'enquêtait pas, en fait. Pardon, j'entends pas. Je vois pas ce qu'on pourrait raconter si on n'enquêtait pas. Non, mais moi je vous pose des questions. Oui, mais c'est qu'on est obligé d'enquêter. On est obligé d'enquêter. Moi, je suis censé ne rien connaître à ce que vous faites, donc je vous pose des questions. Et c'est vrai que je ne connais pas grand-chose, certainement, à ce que vous faites. Mais donc je m'instruis aujourd'hui, tous là ici. Donc, je pense, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est, en tout cas, on se considère nous comme de vrais journalistes. On essaye. À part entière, comme des journalistes économiques ou dans n'importe quel domaine, on enquête sur les sujets sur lesquels on est. Vous avez fait beaucoup d'articles sur les ratés, comme les prothèses PIP, PIP, comme oui. certaines prothèses. Pour la transmission. Il faut appuyer sur le rouge. Oui, on fait beaucoup. On fait aussi bien des sujets, que ce soit d'actualité, sur les points positifs que sur les points négatifs. On n'est pas là pour dire il faut absolument le faire. On est là pour dire les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. On est là pour leur dire voilà le pour, voilà le contre. Donc c'est vrai qu'il y a régulièrement aussi des sujets sur le Botox qui est trop injecté, qu'il y a eu des problèmes aux États-Unis avec des maux de tête, des choses comme ça. Donc on enquête là-dessus. On n'est pas toujours... Vous voyez, on est obligé de parler aussi des problèmes de ratés. Et aussi, toujours dans les papiers, dire, quand on fait un article sur une nouvelle technique, nous n'avons pas encore assez de recul. C'est à titre informatif et nous précisons toujours que nous n'avons pas de recul et nous précisons aussi quand aucune étude scientifique n'a été faite et surtout n'a été publiée dans un journal de référence. C'est, si vous voulez, des bandes qu'on se met. C'est clair. On va passer peut-être un petit peu à la publicité, là, puisque vous êtes quand même des journaux, j'ai vu quand même pas mal de publicité. Ah, quelqu'un, Alain, tu veux poser une question? Oui. Je voudrais savoir si vous considérez que les articles que vous publiez sont des articles à base scientifique, reconnus, ou si c'est des articles de vulgarisation.
En ce qui me concerne, mon journal qui est Marie-Claire, je considère que ce sont des articles de vulgarisation parce que je ne suis pas un journal scientifique. Je suis un journal pour les femmes à une grosse diffusion, donc je suis dans ce secteur-là de vulgarisation. Oui, donc c'est la même chose pour nous, OL. On interviewe des experts et après on se fait notre idée. Et donc on explique si une technique est très nouvelle, comme le disait Ariane Goldet, elle est nouvelle. Donc est-ce qu'il y a des études ou non? Et on interviewe un certain nombre de spécialistes. Mais après c'est évidemment aussi à nous de nous faire notre idée en fonction du nombre de spécialistes qu'on a interviewés, qui sont eux les experts. Oui, je voulais vous demander... Je précise un peu plus. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, ça semble que c'est un sujet délicat, qui devient de plus en plus sérieux, parce qu'il y a une mise en cause de la santé, et même parfois au-delà. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'avec une vulgarisation, on ne dérive pas vers des risques d'encourager certaines personnes et que ces personnes pourraient être victimes, en quelque sorte, non pas de votre part, mais à travers la lecture qu'elles peuvent avoir de votre journal, d'un abus de faiblesse? C'est que de toute façon, qu'on soit là ou pas là, elles iront. Celles qui veulent aller faire quelque chose, elles iront le faire. Alors autant les prévenir du pour et du contre et des risques qu'elles encourent. Vous connaissez bien les femmes. J'allais ajouter que même parfois, à mon avis... Exactement, les hommes aussi, parce que justement... Oui, les hommes aussi, oui. Peut-être moins facilement, mais... Je voulais ajouter que parfois même ça les dissuade, parce que moi j'ai souvent des échos de certains articles en disant « Oh là là, ça fait peur ce que tu as écrit, j'irai pas ». Donc oui. C'est pas forcément, ce n'est pas, c'est ce qu'on disait au début, on n'est pas là pour promouvoir une technique, on est là pour renseigner, donner un maximum d'informations sur ce qui existe, afin que les femmes aient les éléments de décision pour savoir si jamais elles envisageaient de recourir à un acte esthétique, ce qu'elles peuvent en penser, si c'est, voilà, où on en est. Et je dois préciser aussi qu'en ce moment, par rapport à ce mouvement de médecine esthétique, de tout ce qu'on veut, il y a un contre-mouvement qui va avec le mouvement naturel de biologie, qui sont des techniques totalement safe, simples, de massage manuel, où il n'y a aucun risque, qui sont vraiment que les femmes demandent, si vous voulez, en opposition à ça, pour celles qui ne veulent pas ça. Donc c'est intéressant de voir en ce moment, justement, qu'il y a des femmes qui choisissent autre chose. Donc nous aussi, on suit qu'elles veulent et on leur donne des informations sur ces autres techniques qui sont des techniques tout à fait naturelles. Moi j'ai l'impression que dans Grazia d'ailleurs je disais que dans Grazia j'ai l'impression que on passe notre temps plutôt à les dissuader, à leur dire attention, voilà ce qui existe, mais faites attention, prenez vos précautions, assurez-vous que ceci, et puis sinon, essayez quand même les pincements jaqués, essayez plutôt les massages machin. C'est plus. J'ai l'impression que nous, on pousse plus vers des méthodes plus naturelles et plus naturelles à la fois dans la technique et aussi à la fois dans le résultat. En fait, il y a aussi une cible qui est plus jeune. Oui. Et comme nous travaillons quand même, nous faisons des... Il faut appuyer à chaque fois. Voilà. C'est l'autre que vous avez. C'est l'autre qui marche. Et donc, ce que je veux dire, c'est que comme nous avons... Vous savez qu'on travaille quand même, les journaux ont ce qu'on appelle des cibles d'âge. Donc quand on a une cible jeune, c'est vrai qu'on n'en est pas encore là. Nous, quand on travaille et on est en face de groupes de femmes qui sont plus âgées, elles demandent. On sait qu'il y a une demande d'information là-dessus. Donc nous, on est aussi obligé de répondre à cette demande. Donc on est obligé de faire des dossiers là-dessus. Vous avez de gros échanges avec votre lectorat? Ah ben bien sûr, c'est notre caisse de résonance, si vous voulez, nos lectrices. Justement, vous disiez que vous étiez le reflet des préoccupations des femmes. Comment est-ce que ces préoccupations vous remontent? Par des études. Alors, pour deux choses. D'abord, nous sommes des femmes. Et quand on est journaliste, on est bien ce que disait ma consoeur, des éponges. Donc on sent
les choses, on rencontre, on voit les marchés, on voit ce qui marche. Donc on a une espèce d'intuition d'un côté, si vous voulez, et de l'autre côté, nous avons des services de marketing, nous avons des tables rondes avec des lectrices régulières, nous avons à Paris et en province, et donc on a une remontée de leurs demandes. Très bien. Et donc pour passer à un autre sujet, si du moins on a épuisé celui-là, en matière de publicité, puisque bon, les journaux sont... il y a beaucoup de publicité dans les journaux, ce qui est normal. Oui, je vois. Ça permet de vivre. Oui. Comment est-ce qu'il y a une règle de choix, ou est-ce que bon, tant mieux si ça vient et on ponctionne et terminé, ou est-ce que vous êtes capable d'avoir une règle éthique, par exemple, on ne passe pas une publicité qui nous paraît dangereuse, par exemple. Hein. Est-ce que vous avez des règles éthiques en matière de publicité, ou est-ce que vous prenez tout ce qui arrive? Écoutez, alors c'est un domaine qui relève du service publicitaire et donc c'est très dans les journaux, c'est très séparé. La rédaction et la publicité sont très séparées. Donc nous faisons toute partie du service de la rédaction. Mais je crois savoir, il faudrait vous renseigner, qu'une loi fait que nous n'avons pas le droit de refuser de la pub. Je crois. Il faut que vous vérifiez. Je sais pas ça. non plus. Je crois que vous n'avez pas le droit. Donc regardez parce que justement. Je crois qu'il y a une règle. Cela dit, je n'ai jamais vu de publicité pour des injectables, pour des... Si. Ah ben si, il y a des règles. Oui, alors il y a des publicités pour les injectables, mais surtout ce qu'on a vu il y a quelques années qui s'est un petit peu calmé, c'est des publicités pour des centres, des cliniques privées et des choses comme ça. Et donc ça, ils avaient le droit. Il y a une loi ils avaient le droit, et je crois qu'un magazine n'a pas le droit de refuser. Donc ça, c'est à vérifier. Mais comment voulez-vous non plus c'est très difficile de refuser à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. Sous quels critères? Mais après, nous, on sait qu'il y a des produits qui sont dangereux, qui sont utilisés mais nous aussi. et qui sont livrés sur le marché. Si vous avez une publicité pour ce produit, vous le passez. Ben, je crois qu'on n'a pas le droit de refuser. C'est à vérifier, mais je crois qu'on n'a pas le droit de refuser une publicité dans un magazine. Des produits dangereux. Regardez. Bon. Maintenant, je dois vous dire une chose à propos. On verra la réglementation. Oui, regardez la réglementation. Maintenant, je voulais vous préciser un cas qui a été, il n'y a pas très longtemps, justement, sur des produits dangereux. Vous mettez une firme française qui va sortir un produit injectable, par exemple, et qui a besoin d'un marquage CE. Elle peut tout à fait demander l'homologation CE dans un autre produit, dans un autre pays que la France, ce qui s'est passé dans un autre pays, et revenir être vendu en France. Être vendu en France. Et là, à ce moment-là, et l'APSAP est intervenu, et à ce moment-là, il y a problème. Mais si vous voulez, l'exigence du marquage CE d'un produit n'est pas la même dans les différents pays européens, alors que le marquage, si vous voulez, CE est le même. Et donc pour nous, si vous voulez, le CE est un pas pour nous, mais on sait que est une garantie quelque part. Mais il faut savoir qu'elle n'est pas, si vous voulez, de même qualité selon les pays, et qu'il y a des firmes qui arrivent à l'avoir dans d'autres pays, et donc qui ne sont pas des produits très très sérieux en sécurité. Mais en plus, le marquage CE, c'est une garantie de production, mais pas de sécurité sanitaire. Oui. Voilà, ça veut dire qu'il a été produit conformément au cahier des charges, ou je ne sais pas quoi, mais ça ne veut pas dire qu'il est inoffensif pour la santé, à ma connaissance. Typiquement l'acide hyaluronique, d'ailleurs. Oui, vous êtes journaliste. Et vous venez de nous dire que vous êtes excessivement sensible au désir, aux besoins, aux souhaits d'information du public femme en particulier, pourquoi pas du public homme également, vous nous l'avez dit, pour tout ce qui concerne les problèmes de santé, de beauté. Donc, en quelque sorte, vous êtes assez sensible à trouver la cible qui correspond dans votre journal, vous identifiez une cible par rapport à un besoin, de façon effectivement à ce que votre journal puisse avoir un article qui suscite
chez les intéressés l'achat de votre journal. Alors, Dites aussi qu'ils répondent ça veut à leurs dire, attentes. je vous pose la question, est-ce que la cible, vous la déterminez en fonction d'autres critères que celui de la vente du journal? Et deuxième question, je ne reviendrai pas comme ça, il semble effectivement, à travers ce que vous dites, que les femmes, et pourquoi pas les hommes, sont aujourd'hui très sensibles à tout ce qui concerne leurs soins de beauté et de bien-être, et pourquoi pas de reculer le vieillissement. Écoutez, autant suspend ton vol. Et oui, hein, et vous, heure propice, etc. Bon, vous savez aussi bien que moi. Donc, je voudrais poser la deuxième question. Existe-t-il pour vous une frontière entre les actions de santé, les actions de bien-être et les actions de beauté? Bien sûr. Alors, juste pour répondre à votre seconde question, la grande différence étant que dans les questions de santé, il peut y avoir urgence, alors que dans les questions de beauté anti-vieillissement, il n'y a jamais urgence. Donc, il y a toujours réflexion. Donc, on dit toujours à nos lectrices, surtout, ne dites pas, il faut réfléchir, c'est toujours tentant, et prenez le temps de la réflexion. C'est la grande différence pour nous. Le temps de la réflexion, le temps de consulter différents spécialistes. On leur dit toujours qu'il faut avoir plusieurs avis, de rencontrer différents spécialistes, de voir combien ça va leur coûter. Oui, puis de réfléchir. Vraiment réfléchir Parce à ce qu'elles quand un veulent. médecin... Et d'ailleurs, une fois de plus, on n'est pas les seuls intermédiaires par rapport à ces femmes aussi, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire, non, d'abord, on les renvoie jamais vers des médecins précis, puisqu'on ne fait jamais la publicité pour un médecin en particulier. Mais évidemment, il y a quand même des intermédiaires. Alors, parfois des esthéticiennes, parfois des kinés, mais qui sont des médecins, des dermatologues, des chirurgiens, etc., qui sont qui doivent faire leur métier aussi. Je veux dire, nous, on fait le nôtre, nous, on fait le nôtre d'information, mais les médecins, voire même les esthéticiennes, ont fait des études, doivent avoir des diplômes, ont des compétences et doivent les partager avec leurs clientes ou avec les femmes qui reçoivent chez eux. C'est très important aussi, hein, c'est triangulaire cette histoire, c'est pas que one-to-one. Quoi, hein. Oui, mais je crois que c'est une chose qui est très très importante, c'est justement ce délai de réflexion, et d'ailleurs que les médecins, les bons médecins doivent respecter. Certaines respectent, certaines ne respectent pas, mais je crois que ça, c'est indispensable, ce délai de réflexion. Parce que, vous le savez très bien, le rajeunissement, c'est quelque chose auquel tout le monde aspire. L'homme comme la femme sont faibles, et quand on vous promet ce genre de choses, on a envie d'y croire. Donc, sur le moment, quand le médecin ou le chirurgien vous le propose, on a envie de le faire tout de suite, et après, vous rentrez chez vous, vous en parlez un peu autour de vous, tout ça, et la réflexion commence, et vous attendez peut-être un peu, et vous voyez quelqu'un d'autre. Je crois que ce temps de réflexion est très, très important, parce que je le répète encore, tout ce qui est médecine esthétique ou chirurgie, il n'y a jamais d'urgence. Donc, si je comprends bien, excusez-moi, Madame la Présidente, j'ai repris la parole sans votre autorisation. Simplement, si j'ai bien compris, dans votre action de journaliste, vous faites bien attention, en somme, à apporter une information sur des bases que vous avez vérifiées, en disant, en plus de ça, vous dites, prenez le temps de la réflexion, en quelque sorte, vous dites, vous privilégiez de loin l'information et vous faites attention de ne pas avoir un article qui puisse être de l'incitation. Je crois que c'est un domaine dans lequel, par rapport à, je peux vous dire, la coiffure, le maquillage et tout ça, où on incite beaucoup moins, si vous voulez. On sait qu'il y a, on sait qu'il y a toujours un risque et que c'est quand même un domaine qui est très très délicat. Et qui est délicat et surtout qui est très opérateur dépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la mesure où vous avez la même femme, elle va avoir un bon et un mauvais, ça va réussir sur elle ou pas sur elle. Donc il y a un facteur aléatoire aussi qui est très important. Donc on est obligé de tenir compte de cette marge-là, de cet aléatoire-là, vous voyez? C'est pour ça qu'on est toujours plus prudent que dans un autre domaine. Et moi, je voulais ajouter qu'on est d'autant plus prudent qu'à partir du moment où la médecine esthétique se développe,
tout le monde a tendance à croire que c'est moins invasif que la chirurgie, ce qui est vrai, mais ce n'est pas pour autant anodin. Et donc il y a, comme le disait Ariane, des risques, et on ne va pas chez le médecin esthétique comme on va chez son coiffeur ou chez l'esthéticienne. Et donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a, nous, à redire dans nos articles, en disant une injection, c'est pas effectivement du bistouri, on passe pas sur le billard, mais c'est quand même, il y a les risques d'une petite réaction inflammatoire, enfin il peut toujours se passer quelque chose après, donc ce n'est pas quelque chose d'anodin, ça ne l'est jamais. Et surtout, on leur précise bien pour certaines techniques, il y a tant d'années de recul. Vous avez des nouvelles, quand on a une nouvelle machine, on présente une nouvelle machine, très souvent, de toute façon ce qui est très très nouveauté, on ne le traite pas parce qu'on attend de voir. Parce que si vous voulez, le problème qu'il y a aujourd'hui avec ces machines, c'est que, si vous voulez, comment je puis dire, le panel de tests se fait dans le cabinet du médecin, si vous voulez. Comme les études coûtent très cher, et donc ce que nous ne voulons pas, c'est que nous ne voulons pas que nos lectrices soient des cobayes. Donc on attend qu'ils aient fait des études pour en parler. Ça, on est obligé de résister, ça je vous le dis, parce que... Mais nos lectrices ne sont pas des cobayes. Est-ce que vous favorisez vos lignes éditoriales vers un certain style de femme, ou est-ce que c'est très généraliste? Est-ce que vous allez, par exemple, pendant une certaine époque, on a vu le style mannequin, hein, qui a fait quelques ravages, notamment en matière d'amaigrissement chez les jeunes. Oui, est-ce que vous favorisez une femme jeune, dynamique, pleine de vie, etc., ou est-ce que alors, ce qui n'empêche pas de parler du reste, mais où est-ce que vous avez une ligne éditoriale qui prend tous les âges et qui traite en fonction des âges? Alors, pour répondre à la première question, monsieur, dans mon magazine Marie-Claire, on a ce qu'on appelle une cible très large, qui va de 17 à jusqu'au bout. Oui, même plus. Donc, si vous voulez, on a un grand panel. Donc, d'une part, on s'adresse à un grand nombre. C'est une première chose. Et une seconde chose, c'est qu'on est dans un magazine, nous, pour lequel on laisse une grande liberté aux femmes. C'est quand même un magazine qui est militant, féministe. Donc, si vous voulez, on fait beaucoup d'articles aussi. Belle avec mes rides, plus belle à 60 qu'à 30. Il y a énormément d'articles comme ça, parce que c'est une réalité aussi aujourd'hui. Les compensateurs. Oui, non, pas compensateur, parce que c'est un reflet d'une société aussi aujourd'hui. Si vous voulez, entre une femme de 55 ans aujourd'hui et une femme de 55 ans il y a 20 ans, elle fait beaucoup plus jeune aujourd'hui. Donc il y a une réalité aussi. L'espérance de vie augmente, et si vous voulez, le curseur est décalé. Donc, mais il est vrai que justement parce que cette espérance de vie augmente et parce que les femmes et les hommes aujourd'hui veulent rester, non pas tellement beaux, mais dynamiques, avec de l'énergie, c'est au-delà de ça, c'est au-delà de l'aspect esthétique, parce que il y a aussi toutes les gélules avalées, il y a tous les tests génétiques qui vont exploser dans les années qui viennent, qui vont être aussi un marché où il va y avoir tout et n'importe quoi, et ça commence, si vous voulez. Donc, la partie esthétique n'est que vraiment... C'est le début, si vous voulez. Et donc, cette espérance de vie qui est en train d'augmenter fait qu'il y a une demande et que les curseurs sont déplacés. Et vous, mesdames? Je ne sais pas, à chaque fois. Non, parce que c'est toujours la question qu'on nous pose. Vous êtes aussi généraliste? Quel âge on a, comment on est, etc. Nous, on est je répète toujours un peu la même chose, mais le reflet des femmes. Moi, j'ai pas l'impression de travailler pour un journal qui ne vise qu'un type de femme, mais alors pas du tout, du tout. Hein. On a un panel très large. Alors, tu commences à 17, moi, je peux commencer à 5 ans. Enfin bon, c'est presque non, c'est vrai, c'est un journal qui est regardé par tout le monde et qui concerne tout le monde. À la qui maison. Est autant regardé par les hommes, on a 30% de lecteurs, d'acheteurs. Donc je peux pas dire que je m'adresse. C'est pas possible, Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que peut-être qu'on tend toutes vers des idéaux, qu'on a toutes nos idéaux en tête et d'image corporelle et d'image intellectuelle et d'image physique et de l'image qu'on donne de nous-mêmes. Alors peut-être du dynamisme, oui. Ça, c'est vrai que j'essaye de donner du dynamisme à mes lectrices. J'essaye d'être optimiste. C'est vraiment ça notre esprit à elle.
Voilà, c'est un état d'esprit. Donc ça, oui, l'état d'esprit. Mais tout le monde peut l'avoir, cet état d'esprit. Voilà. Pour rebondir un petit peu sur ce que Monsieur le rapporteur vous posait comme question, vous avez un certain recul, notamment par vos groupes de parole ou de référence. Et justement, quelles grandes évolutions vous avez constatées sur ces sujets dans le temps, enfin, vers où va la demande aujourd'hui? Et d'autre part, c'est totalement lié, quelle est la référence esthétique? C'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire, ce que j'ai lu d'ailleurs par ailleurs, que le code de l'esthétique était moins sur la beauté que sur un caractère dynamique. Une énergie globale. Pardon. Oui, juste pour intervenir, moi je dis par exemple ce que les femmes aiment le plus en ce moment, c'est elles ne veulent pas avoir l'air fatiguées. Donc c'est pas, voyez, ce qui leur, voilà, elles cherchent quelque chose, des choses, ou je sais pas. Oui. Ouais, voilà, elles ne veulent pas avoir l'air fatiguées. Aujourd'hui, c'est ça. Enfin, j'entendais parler des sociologues ou autres sur les femmes et l'aspect, enfin les femmes, les hommes, l'apparence aujourd'hui. Voilà, l'apparence aujourd'hui a de l'importance, même et non seulement vis-à-vis de, enfin socialement vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi par rapport à soi-même. Quand on se regarde dans le miroir le matin, voilà, dans quel état d'esprit on est quand on se regarde, voilà. Et on a il y a une autre évolution qui est intéressante au niveau. On reste dans la médecine esthétique, ce qui est le sujet. Il y a une autre évolution qui est intéressante, c'est que aujourd'hui les femmes ont un petit peu dépassé la ride. Si vous voulez, on ne se focalise plus sur la ride comme ça l'a été il y a 20 ans nos mères. Aujourd'hui, c'est plutôt, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est la santé de la peau, la lumière de la peau, l'éclat de la peau. Et ça, c'est un reflet de l'intérieur. Et là, quand on fait des articles là-dessus, c'est vrai que ça peut être de la médecine esthétique, mais il y a aussi de l'alimentation, il y a aussi de l'hygiène de vie qui rentre en jeu. Et ça, c'est une très grande évolution. Et l'autre évolution, en fait, c'est parce que justement, peut-être que pendant un certain moment, on a traité que la ride. En tout cas, les médecins ne faisaient que ça, parce que peut-être que c'était, en termes de développement de la médecine, c'est par là que ça a commencé, par les produits injectables. Les femmes ne veulent pas être transformées. Et je crois qu'elles sont beaucoup plus méfiantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient peut-être il y a une dizaine d'années ou, mettons, 5 ans. Mais donc, du coup, comme dit Ariane, c'est vrai que c'est plus une harmonie générale et rester soi-même. Regardez, parce qu'il y a les jeunes femmes, les femmes font des petites interventions de plus en plus jeunes, et ça se voit beaucoup moins. Vous voyez des femmes d'un certain âge où on repère qu'elles ont fait quelque chose parce qu'elles ont eu des interventions il y a quelques années qui étaient assez visibles, si je puis dire, parce que les gestes n'étaient pas encore aussi précis, que peut-être que les techniques étaient moins, si vous voulez, affinées. Mais aujourd'hui, ça se voit beaucoup moins. Et en France, il y a une école qui s'appelle la French Touch, qui est reconnue aux États-Unis, où justement, qui prône le naturel. Ça qui est intéressant. Et qui a été reprise dans les codes d'injection du Botox aux États-Unis, justement pour éviter d'en mettre trop. Il y a vraiment une tendance vers le naturel. C'est-à-dire que les femmes vous disent, je veux faire quelque chose, mais je veux pas que ça se voit. Mais, enfin... Je rebondis sur ce que disait Ariane tout à l'heure, c'est-à-dire que je trouve qu'effectivement, elles sont peut-être moins focalisées sur la ride et c'est plus la texture de la peau, c'est avoir une belle peau sans pores. Voilà, maintenant c'est plus de pores, etc. Mais là où je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est quand même, je trouve qu'avec l'arrivée du Botox et de l'acide hyaluronique, même jeune, je trouve qu'elle change de tête. Moi, je trouve que vraiment, j'en vois, enfin, peut-être parce que j'ai l'œil maintenant, mais je trouve que je les repère tout de suite. Je trouve qu'il y a plein de filles, de femmes plus ou moins jeunes, soit elles se font faire de la mésothérapie, hop, elles ont un teint plus ciré. Enfin, je trouve qu'elles changent de tête, vraiment. Et pourtant, elles veulent du naturel et tout ça, mais il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même un engrenage. Alors, il est vrai qu'il y a un engrenage et que justement, je trouve que l'arrivée de ces gestes qui sont réversibles, c'est-à-dire que ce soit l'acide hyaluronique au Botox, vous revenez à votre état de vieillissement de départ, si vous voulez, au bout de 6 mois, fait que dans votre image corporelle et dans l'image que vous avez de vous, vous retrouvez tel que vous êtes. Donc vous ne perdez pas pied par rapport à votre image. Alors que si elles interviennent, si vous voulez, alors que le produit n'est pas totalement résorbé, ou qu'elles font comme un lifting par exemple, un geste définitif, vous perdez
votre image, vous voyez, de référence par rapport à votre âge. Je crois que ça, c'est très, très important, cette espèce de réversibilité. Parce que vous êtes face à vous avec les quelques rides ou ça, et que là, vous décidez, j'ai envie de le refaire ou pas, je vais attendre, j'ai pas d'argent en ce moment, je peux attendre. Vous voyez, je crois que ça, c'est très, très important. Et très souvent, les femmes qui virent et qui tombent dans une espèce de dysmorphophobie ou dans une espèce d'addiction à ce genre de technique, c'est parce que justement, elles rentrent dans le cycle et elles n'attendent pas cette espèce de temps où le temps les rattrape et où elles le voient. Donc c'est certains types de femmes, mais il y en a d'autres justement qui ont cette, comment vous dire, qui ont cette prudence et qui disent, et nous d'ailleurs on le dit, pas plus de 2 fois par an. Si vous voulez. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un problème, disons, financier et peut-être aussi une crainte de la chirurgie esthétique, ce qu'on appelle la chirurgie esthétique, avec tous les problèmes que l'on voit aussi, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes dans la chirurgie esthétique, même chez les meilleurs chirurgiens, qui font que ces femmes utilisent des produits, disons, qui ont une réversibilité, parce que bon, ça dure pas, ça dure pas des années le biotox, sauf à y revenir en permanence. Et encore. Oui, ça dure 4 à 6 mois, 8 mois, ça, oui, dépend, voilà, ça dépend. 4 à 6 mois, oui, d'accord. Mais après, ça revient. Oui, mais le vieillissement revient. Mais d'un autre côté... Mais est-ce que c'est pas pour ces raisons-là? Je pose une question. Ah, la chirurgie esthétique, maintenant, ça s'adresse aux femmes qui ont quand même plus de, je sais pas, 55, 60 ans. Plus de 50 on propose... enfin, maintenant, ça dépend des rare, interventions. Ça dépend pour le visage. Oui, je parle pour le visage. Mais il est vrai que... La chirurgie esthétique du vieillissement, je parle. Oui, mais elle est en diminution. De toute façon, les actes, oui, les actes est en nette diminution. C'est pour ça que les chirurgiens esthétiques veulent récupérer les injections et qui sont en confrontation avec les médecins esthétiques. Comment est-ce que vous expliquez que finalement le phénomène puisse prendre tant d'ampleur dans certains pays et moins, enfin a priori chez nous, on serait plus dans la logique que vous développez du French Touch? Je crois que c'est c'est difficile à expliquer, je crois que c'est culturel. Il y avait des interventions un petit peu sur des sujets comme ça au congrès de médecine anti-âge à Monaco où on était. Plus que... Ça dépend parce que sont aussi des ethnies, si vous voulez. C'est-à-dire que dans le monde, par exemple, en Asie, il y a une culture de la blancheur, si vous voulez. Donc, ils feront des actes beaucoup plus pour ça. Et ils n'ont pas tellement de rides. Vous avez d'autres pays où il y a des rides. Il y a le Brésil où, par exemple, il y a une culture du corps. Et il y a beaucoup plus d'intervention sur le corps que sur le visage. Donc, c'est très culturel. En revanche, ce qu'on peut dire aujourd'hui, qui est très intéressant, c'est qu'il y a un modèle un petit peu universelle de la femme. C'est-à-dire que quand on prend des Miss, les Miss de tous les continents, il y a 10 ans et aujourd'hui, qu'on met les photos à côté, on s'aperçoit que, si vous voulez, dans les critères, elles perdent un petit peu leur caractère de leur continent et qu'il y a une universalisation ou une mondialisation, si vous voulez, d'un type féminin. Les Asiatiques se font débrider les yeux. Vous voyez, il y a un phénomène de sauce là. Il y avait un chirurgien qui disait quelque chose de très intéressant à Monaco, justement sur le débridage des yeux, qui disait que les Asiatiques qui vivaient chez elles en Asie se faisaient totalement débrider les yeux et que celles qui étaient qui vivaient par exemple aux États-Unis le faisaient seulement à moitié, comme si elles voulaient garder quand même un petit peu de leur identité. Voilà, un peu de leur identité. Puis, je crois aussi que dans certains pays, aux États-Unis et peut-être en Amérique du Sud aussi, c'est un signe extérieur de richesse de faire du botox, de la chirurgie esthétique, des injections. On le montre. Comme le bronzage a été il y a quelques années. En Europe, non. Mais en Europe, non. Mais en revanche, j'ai l'impression que chez les jeunes, maintenant, c'est un peu la chose à faire. Se faire une injection, oui, c'est un peu à la mode. C'est un peu à la mode, se faire un peu de botox, même à moins de 30 ans. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça c'est incontestable. C'est plus tabou du tout maintenant. On dit tiens, j'ai fait ma petite injection. J'ai pas peur. Non. Ouais. Ça c'est ça qui est un.
Alors, c'est un phénomène de société, mais ce qu'il faut, si vous voulez, ce que je trouve, et que là-dessus qu'il faut relever, c'est que quand vous commencez à vous trafiquer à 20 ans, justement, vous risquez beaucoup plus de perdre cette image de vous et de refuser le vieillissement que les générations qui ont connu ces gestes-là à partir de 50, 55. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va y avoir aussi un problème psychologique et d'appréhension du vieillissement qui va être différent dans ces générations-là. Moi, je voulais quand même dire que les médecins ne sont pas tous d'accord pour dire qu'il y a plus de jeunes dans leur cabinet, que certains médecins le disent et d'autres non. Et comme on n'a pas de chiffres en France, vu que voilà, mais c'est pas forcément systématique. Peut-être qu'il y a une petite frange de cette génération qui y va parce que aussi, si la mère y est allée plus la grand-mère, c'est vrai que ça finit par être quelque chose de banalisé. Effectivement, Oui, c'est peut-être très parisien et dans un certain milieu. Hein, je pense. Oui, mais regardez les interventions sur les seins, par exemple. Il y a eu des demandes de plus en plus jeunes. Et il y a des chirurgiens qui sont extrêmement rigoureux là-dessus et qui n'opèrent pas une jeune fille des seins avant 18 ans et d'autres oui. Enfin, quand c'est pour une opération esthétique. Je ne parle pas des opérations de réduction quand il y a un problème. Une dernière question. Qu'est-ce que vous qui êtes quand même un peu des témoins de la société, en tout cas féminine et en partie masculine, puisque vous avez 30% d'acheteurs, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus sur ce sujet-là? Moi, j'avais envie de rajouter, vous avez peut-être entendu ça avant, hein, mais j'ai l'impression que la chirurgie esthétique est assez bien encadrée, on va dire. Peut-être avec les histoires de lipolyse, on ne sait plus trop, hein, mais bon. Mais alors que la médecine esthétique, pas du tout. Mais enfin, pas du tout. C'est-à-dire que l'autre fois, j'ai entendu quelqu'un qui s'est fait passer pour médecin et qui proposait des injections de Botox et d'acide hyaluronique qui n'était pas du tout médecin. Et qui injecte finalement des produits que l'AFSAPS connaît même elle-même assez mal. Elle a un peu de recul, mais par exemple, on se fait injecter du Botox à 20 ans. Si on fait ça pendant 10 ans, comment on va finir par réagir? On ne sait pas. Comment la peau non plus. Comment c'est éliminé par le foie ou je ne sais pas, on ne sait pas. L'AFSAPS ne sait pas non plus. Elle a quelques retours, mais assez peu des médecins qui traînent un peu les pieds pour signaler les effets secondaires, etc. Donc je trouve qu'on a... Voilà, moi c'est... Sur le Botox? Sur le Botox, en fait, le Botox, je parle des injectables, en fait. Oui, non, mais il ne faut pas parler du Botox peut-être comme ça, parce que le Botox, il y a quand même plus de pratiquement 20 ans de recul dans d'autres domaines. Et puis c'est un médicament. Mais parlons plutôt de l'acide hyaluronique, qui n'est pas un médicament et donc qui n'a pas d'AMM. Voilà, il y a très peu de remontées. Alors, voilà. non, il y a peu d'encadrement. Toutes les injections anticellulites, enfin tout ce qui... Voilà, donc maintenant, elles sont interdites, et heureusement. Mais voilà, en fait... Le décret. Non, sur l'article 2 seulement. Non, mais je crois que le problème, c'est que l'acide hyaluronique, si vous voulez, vous avez un marché qui est énorme. Vous avez un marché qui est mondial à 12 ou 13%, avec un marché qui se développe à 7% sur l'Europe et sur la France. Bon, là-dessus, vous avez des grosses entreprises qui arrivent parce que c'est l'avenir, on sait que ça va se développer et qu'on va faire de l'argent là-dedans. Donc c'est très clair. À partir de ce moment-là, vous avez des acteurs qui sont là depuis longtemps, qui sont rigoureux, et vous avez d'autres qui viennent de pays moins rigoureux, parce qu'on sait d'où ils viennent, et qui font aussi du marketing. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour faire du marketing? On prend de l'acide hyaluronique et on dit « Ah oui, mais le mien est meilleur parce que j'ai rajouté un petit antioxydant, j'ai rajouté une petite molécule de machin qui va vous faire ci, qui va vous faire ça. » Et le problème est que plus vous rajoutez dans ce genre de formule des ingrédients nouveaux, plus que vous risquez une allergie ou un problème et un retardement. C'est-à-dire qu'on vous injecte quelque chose, aujourd'hui vous ne faites aucune réaction, 2 ans ou 3 ans après on vous réinjecte quelque chose et là vous faites déclencher une réaction. D'où l'intérêt d'avoir une rigueur par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur et de savoir ça, ce qu'il y a de la part du fabricant. Et ensuite, et ça c'est très important, ces carnets dont on parle à nos lectrices, il faut savoir ce que vous êtes fait injecter, parce que maintenant les générations qui commencent à se faire injecter à 30 ans, elles seront à 60 quand elles sauront plus ce qu'on leur a injecté. Et donc il y a un risque de croisement des allergènes, d'allergies et de réactions qui va être très important. Et ça, je crois qu'il faut... Donc nous, si vous voulez, très souvent, on leur dit, prenez des produits classiques avec lesquels on a un recul de 15 ans aujourd'hui, les plus simples, les plus propres, les plus
les plus simples quelque part, parce que vous avez une seule molécule, vous savez ce qu'on vous injecte. Mais il faut aussi demander, il faut dire à nos lectrices, c'est ce qu'on leur dit, de bien savoir ce qu'on leur injecte et de regarder la boîte. Il faut le savoir. Le problème, c'est qu'elles veulent pas le faire. Alors, ça ne veut pas le faire. On les prévient beaucoup. Pas un papier sans qu'on le dise. Parce que qu'est-ce qui se passe chez les injecteurs ou les médecins esthétiques qui ne sont pas très rigoureux? On leur offre des produits gratuitement pour qu'ils les essaient, pour qu'ils les testent. Donc, ils vont les tester, ils vont les injecter à des femmes, elles vont payer comme si elles avaient un produit classique alors qu'eux n'ont pas payé. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas payé et ils ne leur disent pas exactement le produit qu'ils ont injecté. Pour certains, pas tous, mais je vous dis les problèmes qu'il y a eu. Oui, non, Alors moi, je voulais... Faites attention quand vous dites ça quand même. Non, moi je voulais juste, rebondir sur... non, mais faites attention quand même, parce que ça, il ne faut pas confondre quelques... Ah bah oui, non mais professionnels, c'est comme dans le journalisme. Mais bien sûr. Non mais je veux dire simplement que les cas, qu'il y a des cas comme ça où les femmes ont cru avoir injecté certaines choses qui ne sont pas. Il y a de mauvais avocats et de bons avocats. Ce que je vais vous demander pour terminer, c'est est-ce que vous avez fait des articles sur le tourisme esthétique? Et si vous en avez fait, quel a été votre jugement? Nous, on en a fait un, je pense, il y a au moins 3 ans, à l'époque où on en parlait, bien sûr, où ça ouvrait, où ces endroits ouvraient, où les femmes commençaient à y aller, à acheter leurs billets d'avion, en étant très circonspect quand même, bien sûr. Surtout par rapport au suivi. C'est pas à la limite l'acte sur place. Bon, ça dépend des pays, de législation des pays, etc. Mais c'était surtout mise en garde par rapport au suivi. Et en fait, par exemple, ne serait-ce que, par exemple, de se faire poser des implants mammaires et de revenir 8 jours après par avion. Voilà, quoi. Voilà. Donc, on a été... Voilà, c'était un phénomène, il fallait traiter ce phénomène et ce sujet, mais on était bien entendu très prudents, d'autant qu'on n'avait pas tellement non plus de recul. Toujours pareil, nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir un peu de recul par rapport à toutes les situations proposées. Hein. Voilà. C'est surtout que ça ne se justifie pas. Enfin, aller se faire opérer souvent les femmes ne voient pas le chirurgien avant. Il y a des échanges par mail ou des. Ça paraît assez aberrant d'aller se mettre entre les mains d'un médecin à qui on n'a rien expliqué. Non, mais elles le font parce qu'on sait bien qu'elles le. Non, mais c'est une question parce que ça coûte moins cher. Oui, mais pour profiter d'un hôtel, ça coûte moins cher. Mais non, mais le problème c'est que ça coûte un tiers quelquefois de ce que ça coûte en France. C'est ça, c'est pour ça. C'est pour les dents aussi. Ça coûte un tiers. Ça commençait par les dents. Et je voudrais juste rajouter une chose, c'est que la formation des médecins, des médecins esthétiques est quand même assurée aujourd'hui par les gens qui fabriquent les produits. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas, en fait, de diplôme reconnu de médecin esthétique parce que le terme esthétique est réservé aux chirurgiens plasticiens. Donc, il y a plusieurs sociétés savantes qui forment les médecins, mais les formations sont extrêmement diverses. Donc, ce serait bien qu'on réussisse peut-être à mettre au point une formation reconnue par le ministère de la Santé, ou en tout cas que les femmes puissent savoir à qui elles s'adressent, parce que c'est extrêmement varié. D'accord. D'accord, nous y pensons. D'ailleurs, cette mission est faite pour ça. Bon. Bien. Mais écoutez, mesdames, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question qu'on aurait oublié de vous poser, à laquelle vous souhaitez ardemment répondre? Non? Non, moi je veux dire simplement... Elle est bavarde. Nous sommes allés au congrès à Monaco, congrès international de médecine anti-âge, où on a été absolument affolés par la foire commerciale. Ah oui? Par le nombre de produits. Pardon? Ce que vous disiez tout à l'heure. Pardon, ça ne se fait pas dans cet hémicycle. Ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, sur le marché qui est en création. Énorme. Non, mais ça dépasse les injections. Ce sont les machines, mais ce sont aussi, je vous dis, les tests génomiques, les gélules avalées, tout ça.
Oui, donc je pense qu'on est là aussi vraiment justement pour défendre venu, les c'est femmes pour, et défendre nos lectrices. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit encadré, c'est que tout ça soit encadré. Voilà, Quoi. C'est c'est important. le problème, peu Ouais, importe on est qu'ils là soient pour très ça, hein. nombreux, si c'est encadré, si c'est vérifié, Voilà. et si de temps à autre, il y a des vérifications un peu impromptues. Pas Parce que de toute systématiquement, façon, les femmes sont tentées par ça, les hommes et les femmes sont tentés par ça, et que c'est le Mais les cours hommes des aussi, choses. hein, les hommes Bien aussi, sûr, c'est le cours des choses, donc il faut, on ne réduira pas ça, donc il faut prendre des mesures. Très Nous bien. sommes là pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc merci, on compte sur vous. Merci, mesdames. Voilà pour cette table ronde. Pour en savoir plus ou pour la revoir, notre site internet publicsena.fr. Très bonne fin de journée à tous.